Chers amis, bonsoir et bienvenue pour notre quatrième séance vidéo en direct, quatrième semaine de notre MOOC, Sorbonne Droit des entreprises, deuxième session. Nous allons une fois encore avec Chantal Donzel. Bonjour. Voilà, répondre aux questions que vous avez posées sur le forum. Alors Chantal y a déjà en partie répondu, avec, je dis en partie parce que vous répondez en entier, mais parce que vous n'êtes pas la seule à intervenir. Vous avez Julien Delvalle, autre community manager. Nous avons également Anne-Charlène Bézina. Je réponds parfois moi-même aux questions sur le forum. Mais certaines de ces questions ont peut-être besoin d'une réponse plus complète ou d'un échange pour que vous compreniez mieux le sujet. Et nous allons aussi répondre aux questions que vous posez en direct par Twitter. Donc nous allons aujourd'hui parler des différentes formes de société. Nous allons, avant de commencer, nous allons voir les principales formes de société. Et avant de commencer, nous allons évoquer quelques-unes des questions que vous avez posées, qui sont des questions plus générales, pas sur une forme de société en particulier, mais sur les grandes catégories de société. Une question que nous avons vue sur le forum, c'est la différence entre un acte de commerce et un acte civil, ceci au regard de la cession des parts d'une SARL. Mais avant d'envisager l'aspect cession de parts de SARL, évoquons la différence précisément, et je me tourne naturellement vers Chantal pour lui demander ce qu'est un acte de commerce et ce qu'est un acte civil. Les actes de commerce, c'est une série d'actes qui est listée par le Code de commerce et qui sont considérés comme étant naturellement faits par les commerçants. Je dis ça, mais il faut être précis. C'est souvent parce qu'on va faire ce genre d'acte que la qualification de commerçant va en résulter. Et parce que vous serez qualifié de commerçant, eh bien, il y a un régime spécifique qui va s'appliquer à vous. Par exemple, si vous êtes commerçant, votre juge naturel, ce sera la juridiction naturelle. Votre juridiction naturelle, ce sera le tribunal de commerce. Vous aurez des facilités en matière de preuve, par exemple. Au contraire, les actes civils, ce seront les actes qui sont considérés comme naturellement effectués par des personnes non commerçantes. Et dans cette catégorie, on retrouve par exemple historiquement ce qui a trait à l'immobilier, par exemple, ou aux professions libérales. Et dans ces cas-là, si vous faites des actes civils, a priori votre activité est civile et l'on ne vous appliquera pas les dispositions un peu exceptionnelles du droit commercial. Bien, merci Chantal pour cette explication concise et en même temps complète. Vous avez dit l'essentiel. C'est vrai que c'est une distinction que tous les droits n'ont pas. Tous les droits ne connaissent pas d'opposition entre le monde civil et le monde commercial. Le droit français conserve cette distinction. D'ailleurs, on la retrouve dans les codes parce que vous avez un code civil et un code de commerce. Donc deux séries de textes. Alors est-ce que quand vous êtes commerçant, vous n'êtes pas soumis au code civil? En réalité, le droit civil, ça constitue le droit commun. Le droit commercial est plutôt un droit du coup d'exception, donc il va écarter certaines des règles du droit civil, mais certaines des règles du code civil s'appliquent, bien sûr, tout ce qui a trait au statut familial, par exemple, qui est dans le code civil, ça concerne le commerçant, parce qu'il n'est pas commerçant pour ses relations familiales, mais pour l'aspect professionnel, on a certaines règles du code civil qui vont être écartées par le droit commercial. Je pense à une règle, par exemple, alors ce n'est pas lié à l'acte de commerce, enfin, si c'est lié en réalité à la matière commerciale, c'est la présomption de solidarité. Vous avez dans le Code civil une règle qui est posée, qui est que la solidarité ne se présume pas. Mais c'est quoi la solidarité au fait? La solidarité, pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple. Vous êtes un créancier. Vous avez contracté avec deux personnes. Si ces débiteurs, puisque donc ce sont vos débiteurs, si ces débiteurs se sont engagés solidairement, cela signifie que vous pouvez demander à n'importe lequel des deux le paiement de la totalité de la créance. Même si... Par exemple, si quelqu'un nous avait prêté ensemble à tous les deux 1 000 euros, nous sommes co-débiteurs, donc nous devons rendre 1 000 euros à cette personne. Et si nous sommes co-débiteurs solidaires, nous devons chacun
rendre 1 000 €. Ça ne veut pas dire qu'on va verser 2 000 € à notre créancier, mais ça veut dire que si on n'avait pas cette solidarité, eh bien, le créancier ne pourrait nous demander que la moitié chacun. Si on est tenu solidairement de la même dette, eh bien, on peut nous demander l'intégralité, donc 1 000 € à chacun d'entre nous. Et là où, effectivement, on a une particularité, c'est qu'en droit civil, on dit que, enfin, le Code civil le dit précisément, la solidarité ne se présume pas. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une clause particulière qui indique que nous sommes tenus solidairement. En matière commerciale, c'est différent. Il y a, et cette fois-là, ce n'est pas le code de commerce, c'est un usage qui veut que la solidarité soit présumée. Donc si des personnes qui agissent en matière commerciale contractent la même dette, elles sont par principe tenues solidairement. Ce n'est que si elles ont expressément écarté la solidarité par une clause de leur acte que du coup elles ne sont pas tenues solidairement. Voilà. Et ça, c'est une règle qui est assez dangereuse parce que ça vient d'un usage ancien, c'est reconnu par la jurisprudence, mais ça n'est pas dans les textes écrits du Code de commerce. Et donc, c'est une règle qu'il faut connaître parce que si on fait un acte commercial, il y a une présomption de solidarité. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, on peut peut-être dire pourquoi, quel est l'intérêt de la solidarité en fait. L'intérêt de la solidarité, c'est que si l'un de vos co-débiteurs est totalement défaillant, vous pouvez demander le paiement de la totalité de votre créance à l'un des co-débiteurs, celui qui est solvable, et il lui appartiendra de demander à son partenaire défaillant le remboursement de ce qu'il a payé à la place de son partenaire. Mais comme son partenaire est défaillant, eh bien, voilà, vous comprenez le risque. Non, c'est très juste de souligner... Il faut toujours se demander à quoi servent les choses. Donc c'est bien d'évoquer les règles de droit, mais vous avez tout à fait raison, il faut souligner l'utilité. La solidarité, c'est une forme de garantie. Si nous sommes ensemble co-débiteurs solidaires, vous l'avez tout à fait dit, si nous sommes ensemble co-débiteurs solidaires, l'idée c'est que si l'un de nous deux est défaillant, le créancier n'aura pas de problème lié au fait qu'il n'ait payé que de la moitié parce qu'il peut toujours demander 100% de la dette à l'un des co-débiteurs solidaires. Donc c'est effectivement très important de souligner cet aspect de garantie. Alors parmi les questions, enfin votre question était relative à la cession des parts de la SARL. Nous allons en parler très vite quand nous parlerons de la SARL précisément. Et parmi les questions posées, il y en avait une autre qui concernait la désignation d'un commissaire aux comptes. Quand est-ce qu'une société doit désigner un commissaire aux comptes? La réponse pourrait être quand la loi y oblige. C'est ça. C'est généralement parce que la loi impose à une société d'avoir un commissaire aux comptes qu'il faut se doter d'un tel organe de contrôle. C'est le cas pour les sociétés anonymes dont nous allons parler tout à l'heure. C'est le cas pour les SAS et les SARL dans certains cas, notamment lorsqu'elles dépassent certains seuils. Je dirais que pour le moment, ce qu'il faut retenir surtout de ce point de vue-là, c'est que ce sont les sociétés anonymes qui sont les sociétés qui ont l'obligation d'avoir, dans tous les cas, un commissaire aux comptes. Pour les autres sociétés, il faut qu'elles remplissent des conditions particulières. Par exemple, pour les SAS, dont nous reparlerons bientôt, eh bien, on a une obligation d'avoir un commissaire aux comptes, soit quand elles dépassent certains seuils, notamment en termes de chiffre d'affaires, de nombre de salariés, soit quand elles font partie d'un groupe, qu'elles sont contrôlées par une autre société ou qu'elles-mêmes contrôlent une autre société. Alors, nous avons plusieurs thèmes à voir comme assez souvent. Et premier thème que nous allons aborder, le thème de la SARL. Donc la SARL, Société à responsabilité limitée, et c'est important, forme de société la plus répandue en France. C'est une forme de société qui date de 1925, que nous avons empruntée au droit allemand, et c'est une petite société, du moins c'est une société qui est là pour servir de structure juridique aux plus petites entreprises. Rappelez-moi, Chantal, nous en parlions avant, donc je ne vous surprends pas. Rappelez-moi le nombre maximum d'associés d'une SARL. Le nombre maximum, c'est 100. Voilà, et le nombre minimum? C'est 1, puisque l'EURL est autorisé, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Voilà, donc l'EURL, forme de SARL, a un seul associé. Ça surprend toujours l'idée que l'on puisse avoir une société avec un associé unique, mais lorsque la loi le permet, on peut constituer une société avec un seul associé. D'ailleurs,
les autres sociétés. On ne peut pas les constituer. La société anonyme, par exemple, on ne peut pas commencer tout seul. Mais si en cours de vie sociale, elle n'a plus les 7 actionnaires qu'il y avait au départ, tant qu'on a besoin d'avoir cet actionnaire pour commencer une société anonyme, eh bien, la société anonyme ne disparaît pas automatiquement. Au bout d'un certain temps, on pourra en demander la dissolution, mais une société, même hors le cas des EURL ou des SAS unipersonnels des SASU, peut vivre assez longtemps avec un seul associé. Donc, SARL, EURL, ce sont des sociétés qui sont très répandues. On parle d'1,8 million de ces sociétés. On ne distingue pas vraiment entre les deux parce que l'EURL n'est qu'une SARL à un seul associé. Il y a certaines règles particulières qui sont prévues pour l'EURL, mais il n'y a pas besoin de changer de forme sociale lorsqu'on passe de plusieurs à un seul associé et qu'on est en SARL. Alors, parmi les questions que vous avez posées, on peut reprendre la question qui était évoquée tout à l'heure. Est-ce que la cession de parts de SARL est un acte de commerce ? Il y a plusieurs effets que l'on a évoqués à la qualification d'acte de commerce. Il y a le fait qu'on aura la compétence du tribunal de commerce. On pourra soumettre le litige à arbitrage, c'est-à-dire demander à des arbitres et pas aux juges étatiques de statuer sur un litige qui est lié à un acte de commerce, si on a prévu une clause d'arbitrage, ce qu'on appelle une clause compromissoire, tout à fait. Vous avez parlé de la preuve. La preuve, ça concerne le statut du commerçant, donc la personne qui fait des actes de commerce à titre de profession. Et vous avez une règle qui est qu'on peut prouver librement les actes de commerce à l'encontre des commerçants. En réalité, c'est plus une contrainte pour eux parce que ça veut dire que si je dois établir qu'un commerçant est mon débiteur, normalement, je devrais me soumettre aux règles de preuve. Notre MOOC n'est pas consacré au droit de la preuve, mais on peut en toucher un mot quand même, c'est important. En droit français, si je veux rapporter la preuve d'un acte qui a une valeur supérieure à combien déjà Chercher. 1500 €. 1500 €, absolument. Eh bien, si je veux rapporter la preuve d'un tel acte, il me faut un écrit. Si je n'ai pas d'écrit, normalement, je ne peux pas prouver, vous riez, normalement, je ne peux pas prouver l'existence de l'acte. Ça veut dire que, sauf le cas où je peux invoquer, alors, il y a des exceptions. Par exemple, l'impossibilité matérielle ou morale. Je suis sur un navire qui coule au moment où le contrat est signé. L'impossibilité morale, ça se rencontre plus souvent. C'est le cas où vous signez un contrat vous concluez un contrat. Le problème est justement que vous n'avez pas d'écrit signé avec un membre de votre famille, eh bien, vous pouvez invoquer l'impossibilité. Un supérieur hiérarchique, par exemple. Un supérieur hiérarchique, je ne vois pas à qui vous pensez. Vous pourriez invoquer, effectivement, l'impossibilité morale. Vous n'osez pas, ça ne se fait pas de faire signer un écrit à ce moment-là. Et voilà pourquoi vous êtes peut-être créancier, mais vous n'êtes pas en état de prouver avec un écrit signé par les parties. Et le résultat, donc, c'est que si vous n'avez pas cet écrit et que l'acte a une valeur supérieure à 1500 €, porte sur une prestation supérieure à 1500 €, eh bien, à ce moment-là, si vous n'avez pas cet écrit ou n'êtes pas dans l'un des cas de dérogation à l'exigence d'un écrit, que va dire le juge lorsque vous lui demanderez de condamner votre débiteur à payer ? Il va dire qu'il n'a pas la preuve. On ne fournit pas la preuve appropriée, donc c'est comme si on n'était pas créancier, en fait. Absolument. Il y a un adage qui dit, pour faire simple, que ce qui n'est pas prouvé, ce qui n'existe pas est la même chose. Voilà. Et le résultat, c'est que si vous n'avez pas cet écrit requis par le Code civil, précisément par l'article 1341 du Code civil, eh bien, vous ne serez pas en état de rapporter la preuve. Et le juge dira, vous êtes peut-être créancier de cette personne, mais je ne peux pas reconnaître le droit que vous prétendez avoir, ou du moins je ne peux pas condamner ce prétendu débiteur à exécuter parce que vous ne prouvez pas votre droit. En matière commerciale, si le débiteur est un commerçant, on peut prouver contre lui librement. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe comment, mais ça veut dire que l'on pourra convaincre le juge, par exemple, par quel moyen, Chantal ? Par les documents comptables, par des témoignages, par ce que le Code appelle des papiers domestiques aussi. Enfin, tout ce qui... Est-ce qu'un courrier électronique, ça serait une preuve ? Oui,
Oui, ça serait une preuve si le juge se considère suffisamment convaincu. Oui, ça c'est sera l'intime conviction du juge. Le juge, le tribunal de commerce notamment, eh bien, s'il constate que le débiteur est un commerçant, estimera que par application de la règle qui est prévue par le Code de commerce, qui est que vous pouvez prouver librement un acte de commerce à son égard, eh bien, il pourra accepter tout moyen de preuve. Et même si vous n'avez pas cet écrit signé de la main du débiteur, il pourra considérer que il est suffisamment convaincu. Donc, en matière de cession de parts de SARL, la SARL, c'est une société commerciale. D'ailleurs, c'est un point qui mérite d'être rappelé. Les sociétés que nous voyons ce soir sont soit des sociétés civiles, soit des sociétés commerciales. La SARL, c'est une forme de société commerciale. Donc, elle permet de réaliser une activité qui normalement est une activité commerciale, mais sans rentrer dans trop de complications maintenant, c'est une société qui a elle-même le statut de commerçant. Ça veut dire que pour prouver un acte de commerce à l'égard d'une SARL, eh bien, on peut bénéficier de cette règle qui est la liberté de la preuve. Donc ça, c'est un point qui est important. Les cessions de parts de SARL, les textes ne disent pas grand-chose sur le sujet, mais enfin, ils ne traitent pas complètement du problème, plus exactement. La jurisprudence nous a donné une solution assez claire, qui est que les cessions de parts de SARL sont par principe des actes de nature civile, même si c'est une société commerciale. Et en revanche, si on cède le contrôle de la société, ça veut dire que je cède, pour faire simple, plus de la moitié des parts de la SARL, ou je transfère à quelqu'un qui a déjà 40%, plus de 10% des parts de la SARL, à ce moment-là, je suis en train de lui transmettre le contrôle de la société. Et la jurisprudence considère que cette cession, c'est un acte de commerce. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, cette qualification, à votre avis, Chantal ? Bien, je suppose que c'est lié au fait qu'on transfère le contrôle d'une personne morale qui elle-même est commerçante. Donc on peut admettre qu'à partir de ce moment-là, l'acte en soi devient un acte de commerce. Oui, tout à fait. On peut supposer que la société détient ou a vocation à détenir un fonds de commerce et finalement, c'est un peu l'équivalent de la transmission d'un fonds de commerce, c'est-à-dire d'une entreprise, mais pas d'une entreprise sous forme de société, des actifs et de la clientèle d'une entreprise commerciale. Donc c'est sans doute le fondement de cette règle jurisprudentielle. Si vous transférez le contrôle d'une SARL, la cession de parts qui transfère le contrôle est considérée comme étant un acte de commerce. Bon. On peut toucher un mot rapidement, on en a déjà parlé précédemment, mais de cette fameuse loi Hamon, vous savez, le droit d'information préalable des salariés. Vous verrez, si vous consultez mon blog, que ça bouge de ce côté-là, puisque nous avons actuellement des actions qui sont entreprises, un recours pour excès de pouvoir et une demande de QPC qui ont été transmis au Conseil d'État et qui visent le décret et la loi Hamon. Donc attendons de voir ce qui se passera de ce point de vue-là. Parmi les questions donc, qui concernent la SARL, vous aviez posé d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'un gérant et associé de URL peut engager son patrimoine personnel ? C'est une bonne question parce qu'elle nous permet de rappeler une notion fondamentale que tout le monde ne maîtrise pas forcément, qui est cette notion de personnalité morale. Et je vous laisse le champ libre, Chantal. Merci Bruno. Est-ce que le gérant, qui est aussi associé de URL, peut engager son patrimoine personnel ? Comme on l'a dit, vous savez que le URL, c'est une SARL, ce qui signifie que la société a un patrimoine propre et surtout que le ou les associés qui font partie de cette SARL spécifique voient leur responsabilité limitée au montant de leur apport. Donc, en principe, en qualité d'associé, le gérant n'est pas responsable au-delà du montant de son apport. En tant que gérant, me semble-t-il surtout, il peut engager sa responsabilité au sens de faute. C'est-à-dire que s'il a commis une faute de gestion en particulier, il pourra devoir des dommages d'intérêt à ceux qui sont la victime de ces fautes de gestion. Après, il y a une petite spécificité pratique liée à l'EURL, c'est que l'EURL, justement, comme c'est une société qui n'est pas transparente, une société
dont le patrimoine est limité, puisqu'il est limité au maximum à l'apport qu'a fait l'associé. Les banquiers, parfois, pour démarrer l'affaire ou pour aider à la poursuite de l'affaire, le banquier qui va prêter à l'EURL va demander une garantie au gérant, à l'associé, à toute personne qui est intéressée dans cette société. Et de ce fait, si le gérant ou l'associé unique apporte sa garantie personnelle sur son patrimoine propre, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, il va engager son patrimoine personnel, mais parce qu'il y aura une garantie supplémentaire. Or, cette situation est assez courante et c'est vrai que du coup, l'intérêt de l'EURL est un peu battu en brèche. D'accord, d'accord. La notion de transparence de la société que vous avez employée, alors c'est une notion qu'on entend plutôt en matière fiscale d'habitude pour distinguer les sociétés qui payent l'impôt sur les sociétés et qui ne sont précisément pas des sociétés transparentes et celles dans lesquelles ce sont les associés qui sont directement imposés sur le bénéfice réalisé par la société et pas seulement sur le bénéfice distribué. Mais vous avez tout à fait bien répondu. Effectivement, le tweet que je vois passer vous accorde des félicitations et nous pouvons remercier Julien Delvalle. Vous avez tout à fait bien répondu en soulignant ce danger du cautionnement. Mais il faut terminer de répondre à la question et je n'avais pas évoqué l'intégralité de la question. Est-ce que ce gérant et associé peut user de la déclaration d'insaisissabilité? La réponse est normalement négative parce que la déclaration d'insaisissabilité protège un entrepreneur et lorsqu'on est en présence d'une SARL ou d'une URL, l'entrepreneur, c'est la société. On peut d'ailleurs considérer que la SARL est déjà une forme de protection du patrimoine de l'entrepreneur, puisque plutôt que de rendre insaisissables les biens immobiliers qui ne sont pas affectés à l'activité, on apporte les actifs de l'entreprise à une personne morale qui a un patrimoine à part, et du coup, on dévie les actions des créanciers vers ce patrimoine. Donc on est sûr que on ne sera pas recherché sur ces biens, sauf précisément, vous avez tout à fait bien fait de le souligner, le cas où on a demandé une garantie personnelle, notamment un acte de cautionnement au gérant ou associé, ce qui est en pratique assez fréquent, surtout quand la SARL a un capital très réduit. Voilà, pour contracter un emprunt bancaire, un capital de 1 000 € n'est pas forcément toujours suffisant. Enfin, tout dépend du montant de l'emprunt bancaire. Donc la SARL, c'est une forme de société, nous l'avons dit, qui est assez largement répandue. Vous aviez posé également des questions que j'avais repérées sur le nantissement. Le nantissement, de quoi s'agit-il? C'est une forme de sûreté. Et cela consiste à donner à un créancier un droit de préférence, un droit de priorité. Le créancier qui bénéficie d'un nantissement pourra, comme le créancier qui bénéficie d'un gage sans rentrer dans les subtilités du droit des sûretés, ce créancier pourra se faire payer en priorité sur la valeur du bien, voire pourra se faire attribuer le bien directement. Ça lui donne un avantage parce que ça veut dire que s'il n'est pas payé, il pourra se faire payer avant les autres créanciers et en cas de situation de faillite, entre guillemets, il faudrait dire de redressement ou de liquidation judiciaire, eh bien, en cas de procédure collective, cela donnera un avantage à ce créancier. Est-ce qu'une société qui est sous forme de société d'exercice libéral ou sous forme de SCP peut fournir en garantie à ses créanciers un nantissement des parts? Eh bien, en réalité, cette question nous intéresse pas tant pour les aspects de droit spécial des sociétés. Alors, il faut le préciser, les sociétés d'exercice libéral et SCP sont des sociétés de professionnels. Société d'exercice libéral, société civile professionnelle. L'idée, c'est que lorsque vous fournissez, c'était la question qui était intéressante, est-ce que la société peut fournir en garantie un nantissement des parts? En réalité, ceux qui peuvent donner les parts en nantissement, accorder un nantissement sur les parts plus exactement, ce sont les associés, ça n'est pas la société. Un créancier pourra prêter de l'argent à une société et demander une garantie particulière. Alors je ne rentre pas dans la question particulière qui est assez compliquée parce que le problème c'est que le créancier, dans ce cas, mais sans doute pour cela que vous posez la question, il y a une difficulté qui tient à ce que si le créancier se trouvait à exercer son nantissement,
il pourrait se trouver en situation de devenir associé de SEL ou de SCP, et ça n'est pas donné à tout le monde. Il faut normalement avoir la qualité de professionnel. Alors, cela est en plus en train de bouger en termes de loi, mais et cela a déjà bougé. Mais retenons surtout qu'il y aurait un problème parce que peut-être qu'un créancier qui n'a pas la qualité de professionnel requis pour être associé de SEL ou de SCP deviendrait un tel associé s'il devenait propriétaire des parts. Mais pour revenir à la question, on va dire, principale, est-ce que c'est très intéressant pour un créancier qui prête de l'argent à la société d'obtenir en garantie un nantissement des parts que les associés lui consentiraient? Il me semble que ça n'est pas très intéressant si la garantie qu'on octroie, par exemple, si c'est un prêt qui est octroyé contre le nantissement, est octroyé à la société parce que, admettons que la société ne puisse pas rembourser le prêt de banque. Voilà. Admettons que la société ne puisse pas rembourser le prêt. C'est donc qu'elle est en situation difficile, on peut supposer. Donc, si on a nanti les parts sociales de qu'a distribué cette société, les parts, est-ce qu'elles valent quelque chose? Comme on l'a vu, elles valent pas grand-chose. Vous avez vu clair dans le piège qui vous était, ou dans la situation un peu compliquée, diabolique, qui vous était présenté. Effectivement, oui, il faut essayer de trouver une autre sûreté, parce que si vous n'êtes pas remboursé, oui, vous pouvez... Alors, ça se voit, hein, ceci dit, le fait que le créancier veuille un nantissement, parce que ça lui permettra de prendre le contrôle de la société. Peut-être qu'elle va mal au point de ne pas pouvoir le rembourser, mais pas si mal que ça, et que pour le créancier, c'est intéressant de pouvoir prendre le contrôle de la société débitrice. Mais c'est vrai qu'il faudrait plutôt penser à faire intervenir un autre patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine d'une autre personne. Voilà pourquoi on rencontrera ce que vous évoquiez tout à l'heure, des situations dans lesquelles c'est au gérant, par exemple, qu'on va demander d'engager son patrimoine, ou à un associé auquel on va demander de se porter caution. Je suis d'accord. Parfait. Très bien. Donc, nous pouvons continuer. Deuxième forme de société que nous allons évoquer ensemble, la société par action simplifiée. La société par action simplifiée, donc, la SAS. La SAS, c'est une société qui... nous n'allons pas vous refaire un cours sur la SAS. Vous avez déjà les vidéos pédagogiques et les autres documents pour cela. Des excellentes vidéos pédagogiques. Merci Chantal. Mais arrêtez de m'interrompre. Et donc, vous avez donc déjà, disais-je, les vidéos pédagogiques. Bien. Et simplement, vous avez posé quelques questions, et il y a aussi des choses que il n'est pas inutile de reprendre. Alors, sur la SAS, parmi les questions intéressantes que vous avez posées, il y avait celle de savoir si il y avait, pour les décisions des associés, nécessairement un quorum. Et là, je me tourne vers vous, Chantal, puisque vous voulez participer, et je vous demande donc, qu'est-ce qu'un quorum? Qu'est-ce qu'un quorum? C'est un nombre minimal de participants, si je ne m'abuse. Et dans la SAS, vous savez désormais que la SAS, c'est une société que l'on peut bâtir presque sur mesure en fonction de son projet, des pouvoirs qu'on souhaite attribuer à telle ou telle personne, telle ou telle assemblée. Et donc, en fait, est-ce qu'il y a nécessairement un quorum dans la SAS? Eh bien, ça dépend des statuts, ça dépend de ce que les fondateurs auront prévu dans les statuts. Oui, effectivement. Alors, c'est important de dire qu'il y a deux zones de liberté contractuelle principalement qui sont dans la SAS. La direction de la société. Alors, elle doit avoir un président, la loi l'impose, mais ensuite, on peut la doter des organes que l'on souhaite. Et l'autre zone de liberté, à part les opérations sur les actions, l'autre zone de liberté, ça concerne les décisions collectives. Et donc, ces décisions collectives, on peut faire des choses très classiques comme une assemblée. On peut faire des choses un peu plus originales. On pourrait prévoir que les décisions sont prises par exemple, par visioconférence. Alors, c'est possible aussi dans d'autres sociétés, mais on peut prévoir des modes de décision qui sont plus souples avec, par exemple, en termes de convocation, on pourrait prévoir une convocation par courrier électronique, par exemple.
Alors ça pose des problèmes de preuve, parce qu'après tel ou tel associé prétendra ne pas avoir reçu la convocation et pourra peut-être contester la décision qui a été prise en disant qu'elle a été prise de manière irrégulière, puisque lui n'avait pas été valablement convoqué. Mais les statuts pourraient prévoir des formes de décision plus dynamiques, moins contraignantes que dans les autres sociétés. Ce à quoi il faut penser quand même, quelle est l'exigence qu'il faut garder à l'esprit si on rédige des statuts de SAS au moment de rédiger les clauses relatives à la manière dont les décisions sont prises? Je pense que vous pensez toujours à l'article 1844 du Code civil. Voilà, oui, je suis assez répétitif, c'est ce que vous sous-entendez, mais c'est très important, ne pas oublier de respecter ce principe. Et on en a eu une illustration, vous le savez, en matière de SAS, avec ce fameux, ces décisions, il y en a eu plusieurs, qui ont considéré que si l'on faisait voter les associés sur l'exclusion de l'un d'entre eux, la clause des statuts qui indiquait que l'associé dont l'exclusion était décidée ne pouvait pas participer à la décision, eh bien, cette clause n'est pas valable. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas valable? Eh bien, parce que on considère que ce qui prime, c'est le droit général, le droit fondamental de l'associé de participer aux décisions collectives. Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit un autre organe qu'un organe réunissant les associés qui prenne une décision d'exclusion. C'est possible, les statuts peuvent le prévoir. Mais tant que c'est une décision collective des associés, vous ne pouvez pas exclure un associé de cette décision collective. Et avec d'ailleurs des solutions qui ont été assez loin, puisque la Cour de cassation considère que si vous avez fait ce type de clause en écrivant, ça s'est fait beaucoup à une époque parce qu'on ne savait pas que c'était interdit, vous aviez écrit que l'Assemblée peut exclure un associé, l'associé dont l'exclusion est discutée ne participe pas à la décision. Ça pouvait sembler avoir une logique parce qu'on se disait, on sait déjà ce qu'il va dire. Il va dire, je ne suis pas d'accord, je vote contre. Mais la Cour de cassation a considéré que cela n'était pas valable et que la clause elle-même, pour qu'on puisse exclure encore un associé sur le fondement de cette clause, devait être régularisée. Ça veut dire que pour la faire fonctionner, il fallait supprimer cette phrase disgracieuse qui nous indique que l'associé ne peut pas participer à la décision. Et pour faire cela, on tombe sur un problème qui est lié à la SAS, qui est que pour modifier une clause d'exclusion dans la SAS, il faut la majorité et même plus. Il faut même plus, puisqu'il faut tout à fait l'unanimité. Ça veut dire qu'on a des situations un peu absurdes, où si on a ce type de clause avec la phrase qu'il faut retirer, l'associé dont l'exclusion est envisagée ne participe pas à la décision correspondante, il faut réunir une assemblée ou prendre une décision collective à l'unanimité des associés pour corriger la clause, pour retirer la phrase qui nous gêne, et ensuite seulement pouvoir prononcer l'exclusion d'un associé. Vous pouvez bien comprendre que si on a déjà un contentieux entre les associés de la SAS, il n'est pas sûr, il est même assez peu probable qu'on ait une unanimité parce que celui qui sent qu'on pourrait l'exclure ne va pas vouloir régulariser la clause. Voilà. C'est un problème qui est lié au fait que la jurisprudence a décidé qu'il fallait faire primer le droit général de l'associé de participer aux décisions collectives sur le droit spécial de la SAS où on pouvait penser qu'on pouvait mettre une clause d'exclusion en écartant un associé d'une décision collective. Mais voilà, on pouvait penser que les statuts de la SAS pouvaient faire cela. On a découvert, c'est la jurisprudence qui nous l'a appris, que ça n'était pas le cas. Alors, excusez-moi Bruno, mais du coup je me demande, il y a pour ces sociétés-là dont les statuts ne peuvent pas être corrigés, les clauses d'exclusion ont été plus ou moins neutralisées en fait par cette décision. Toutes les sociétés dans lesquelles on a déjà un contentieux où on n'aura plus l'unanimité, ça peut être aussi des sociétés où on a, si on a 50 associés dans une SAS, eh bien, il est assez possible qu'on n'ait pas l'unanimité. Et ce n'est pas l'unanimité des présents, c'est l'unanimité de tous. C'est-à-dire que tous les associés existants de la SAS, même celui qui ne vient jamais systématiquement aux assemblées,
vont devoir, ne participent jamais aux décisions collectives, vont devoir donner leur accord pour qu'on modifie la clause. On parlait de quorum. Effectivement, le quorum, c'est une clause des statuts une clause des statuts peut indiquer un quorum. Par exemple, dire que dans notre société, une décision collective des associés n'est valable que s'ils sont présents au moins la moitié des associés. On peut compter en associés en personnes, en tête. On pourrait aussi compter en nombre d'actions, c'est-à-dire indiquer que une décision n'est prise que s'ils se réunissent en assemblée, par exemple, ou que participent à une même décision collective, 50% des actions. Mais ça n'est pas la majorité. Attention, le quorum, c'est le nombre d'associés ou d'actions qu'il faut réunir, ou de droits de vote qu'il faut réunir pour que l'on puisse prendre une décision. Et ensuite, on aura une clause qui indiquera la majorité à réunir. Alors ça peut être une majorité, ça peut être l'unanimité. Majorité à réunir pour que la décision soit prise. Donc imaginons que nous avons notre quorum, 60% des associés, faisons un exemple simple, sont présents. Il faut maintenant voir si nous avons la majorité. Et voir si nos statuts calculent cette majorité sur les présents ou sur le nombre d'associés ou le nombre d'actions existants. Nombre de droits de vote aussi. Nombre de droits de vote, tout à fait. Donc nous pourrions avoir un quorum assez bas. Si nous avons un quorum bas, imaginons qu'une décision soit valablement prise si 25% des droits de vote sont réunis. Nous avons 26%. Et nous avons maintenant une décision qui est prise à la majorité des présents. Ça veut dire qu'on peut prendre une décision avec non pas 50% plus une action ou 50% plus un droit de vote, mais avec 13%. Si on a 26% qui sont réunis et qu'on statue à la majorité des présents, ça veut dire que c'est avec 13% des actions de la société plus une action. C'est pour cela que toutes les règles sur la convocation, sur l'ordre du jour sont importantes, parce que le fait de ne pas venir à une décision, ça peut entraîner qu'une décision très importante va être prise par les autres associés. Vous vous dites, mais non, c'est une décision tellement importante, ils ne peuvent pas la prendre sans moi. Eh bien, attention au quorum, attention à la majorité. Dans les SAS, on peut avoir des clauses particulières qui prévoient que tous les associés, qu'une décision n'est valablement prise que si tel associé, en l'indiquant de manière nominale, est présent ce jour-là. Alors attention, parce que ça déclenche des procédures particulières. Il y a une procédure dite des avantages particuliers. Il faut, lorsqu'on constitue la société ou qu'on insère une telle clause dans les statuts qui donne un avantage en indiquant précisément à quel associé elle donne cet avantage, il faut faire intervenir un professionnel qui va évaluer l'avantage en question. Mais voilà, laissons ça de côté. Parmi les autres questions que vous avez posées, il y en avait une, alors qui n'est pas spécifique à la SAS, mais qui recoupe ce qu'on est en train de dire. Quels sont les motifs prévus par la loi autorisant le retrait du droit de vote d'un associé? Vous avez certains cas, c'est-à-dire certains textes légaux précisément, la jurisprudence nous le dit, on ne peut priver un associé de son droit de vote que dans des hypothèses prévues par la loi. On rencontre, pour prendre deux exemples, dans la SAS par exemple, on vous dit que, c'est un article L227-16, si ma mémoire est bonne, on vous dit que une clause des statuts peut prévoir qu'un associé doit céder ses actions, c'est la clause d'exclusion. Alors on va prévoir ensuite dans les statuts pour quel motif. Donc on va dire par exemple qu'un associé qui fait concurrence à la société peut être exclu. Le principe, c'est qu'on peut faire concurrence à une société quand c'est une SAS particulièrement, quand on est seulement associé et pas dirigeant, mais les statuts pourraient dire qu'on ne peut pas exercer une activité concurrente à celle de la société. Et il est prévu par la loi que les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires de l'associé entre le moment où il est exclu et le moment où lui rachète ses actions. Pourquoi est-ce qu'on prévoit ça? Parce que, imaginons que nous soyons associés et qu'une assemblée se réunit qui décide de m'exclure. Ça veut dire que je dois maintenant vendre mes actions, je dois les vendre à la société ou aux personnes qu'elle me désignera.
vous pouvez imaginer qu'il y a du temps qui va se passer entre le moment où la décision est prise et le moment où je n'ai plus mes actions parce que nous nous sommes mis d'accord sur le prix m'a été payé. Et pendant ce temps, il est possible que je cause des dommages à la société parce que, je suis exclu, mais très bien, attendez la prochaine assemblée, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais prendre les pires décisions possibles, ou du moins, je vais voter contre les décisions utiles à la société, et au contraire, je vais essayer de faire mettre à l'ordre du jour des décisions qui soient particulièrement nuisibles pour la société, et je vais pousser ces décisions. Alors, il y a des choses pour combattre ce type de comportement, la responsabilité civile, les notions d'abus du droit de vote que nous avons déjà évoquées, mais mieux vaut prévenir en ce domaine, et donc quelqu'un qui a fait l'objet d'une décision d'exclusion, encore faut-il qu'elle soit régulière, eh bien, les statuts peuvent prévoir que ses droits politiques, donc son droit de vote par exemple, sont suspendus. Un autre cas de suppression, on peut dire de retrait, ou de suppression du droit de vote, c'est en matière de convention réglementée. Dans certaines sociétés, celui qui est en conflit d'intérêts, qui est intéressé à la convention, ne peut plus voter parce qu'on considère que son vote risque d'être influencé par son intérêt personnel. Nous en reparlerons peut-être dans quelques minutes sur la société anonyme. Voilà, sur la SAS, ce sont les questions que vous avez posées. Il y avait d'autres questions sur... non, ce sont des questions après qui concernent plutôt la société anonyme, donc j'y passe sans tarder. Et nous abordons une troisième forme de société, qui est donc la société anonyme, la SA. Alors la SA, c'est une forme de société qui est ancienne, c'est une forme qui convient plutôt aux grandes entreprises, et c'est une société qui a, vous le savez, les règles les plus nombreuses. La loi, les dispositions réglementaires sont particulièrement détaillées s'agissant de la société anonyme. Et nous parlions à l'instant des conventions réglementées. Nous avons déjà parlé précédemment de ces conventions. Vous savez que c'est les conventions conclues entre la société, notamment, et son dirigeant ou un actionnaire significatif. Et on prévoit une procédure de contrôle de ces conventions pour éviter que le dirigeant ou l'actionnaire profite de sa position et oblige la société à conclure une convention désavantageuse. Et donc, si je suis dirigeant et que je contracte avec ma société, il y aura dans une société anonyme une autorisation préalable du conseil d'administration. Si je suis administrateur, je ne voterai pas. Et ensuite, l'Assemblée statuera sur un rapport du commissaire aux comptes pour dire si elle approuve ou non la convention. Et à ce moment-là, si je suis actionnaire, je ne voterai pas. Donc voilà un autre exemple de suppression du droit de vote prévu par la loi. Alors, parmi les questions que vous avez posées, il y avait notamment une question, alors on aime toujours fréquenter l'anglais juridique, et il y avait une question qui était assez amusante, qui était celle de la règle « complain or explain ». Alors c'est amusant parce que ça n'est pas tout à fait cela les termes de cette règle. C'est une règle qui est en réalité, qui n'est pas une règle... alors, il faudrait repartir d'un peu plus loin, ce n'est pas du droit dur. Qu'est-ce que signifie complain? En réalité, comply or explain, ma chère Chantal. Vous attendiez cette question. Ah oui. Cela signifie appliquer ou expliquer. C'est-à-dire que le législateur demande aux sociétés cotées de se conformer à certaines règles éthiques, déontologiques, que leurs représentants auraient édictées. Et si elles ne souhaitent pas les appliquer, elles doivent s'expliquer, se justifier. Donc soit appliquer un certain nombre de règles éthiques issues de la profession, soit s'expliquer et justifier leur refus d'appliquer ces règles qui paraissent être des bonnes règles, des règles déontologiques, éthiques. Absolument. Alors, on voit ça surtout pour les codes de gouvernance. Les codes de gouvernance qui s'appliquent aux grandes sociétés anonymes, notamment les sociétés cotées en bourse. Ce sont des codes qui sont créés par les associations professionnelles. Le plus important est le code AFEP-MEDEF. Et ce code prévoit que les sociétés qui
disent se soumettre à ce code, et la plupart des sociétés du CAC 40 le font, eh bien ces sociétés ne sont pas tenues d'appliquer toutes les règles du code. On va dire par exemple qu'elles doivent avoir un certain nombre d'administrateurs indépendants, on va dire qu'il est déconseillé que le dirigeant exécutif ait un contrat de travail avec la société, mais ces règles, il est possible de ne pas les appliquer si on est en mesure d'expliquer de manière satisfaisante pourquoi on ne les applique pas. C'est-à-dire qu'on pourra expliquer que dans notre société, eh bien, il est important que le dirigeant soit salarié pour des raisons qui sont propres à notre société. C'est vrai que ça peut sembler un peu étonnant cette règle, comply or explain, ça voudrait dire que eh bien, à ce moment-là, il me suffit d'expliquer pourquoi je ne veux pas appliquer une règle. On imagine un champ de réflexion intéressant sur le droit pénal, par exemple. Le code pénal ne s'applique plus si je suis en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles, eh bien, oui, le meurtre est interdit par le code pénal, mais j'ai de bonnes raisons. Je plaisante, bien évidemment, que personne ne prenne cela au pied de la lettre, surtout pas vous. Voilà, c'était une plaisanterie. Ça ne marche qu'avec ce que l'on appelle la soft law, c'est-à-dire la loi douce, qui n'est pas vraiment de la loi. Ce sont des règles qu'il est recommandé aux sociétés d'appliquer. Les codes de gouvernance, donc le code AFEP-MEDEF par exemple, ce ne sont pas des règles issues de la loi, ce n'est pas le législateur qui a édicté ce code, mais si une société prétend appliquer le code, eh bien, si elle n'en applique pas une partie, il faut qu'elle explique pourquoi. Et c'est avantageux pour elle de dire qu'elle applique le code, notamment parce que ça montre qu'elle respecte un certain nombre de règles, de bonnes pratiques, et ça la rend, on pourrait dire, un objet d'investissement plus intéressant. Les investisseurs voudront investir plus facilement dans cette société s'ils savent qu'elle est bien gérée, et précisément, elle est bien gérée si elle respecte et si elle applique ces règles de bonne gouvernance. Donc voilà une première question à laquelle nous voulions répondre sur l'ASA. Parmi les autres questions que nous avions relevées, il y avait des questions liées, vous aimez beaucoup le droit pénal des affaires, et il y avait des questions sur l'abus de biens sociaux et l'abus de confiance. Alors, voilà un exemple, l'abus de biens sociaux... pas de comply, pardon, je finis par m'y tromper moi-même, pas de comply or explain qui tiennent. Donc ça, c'est du droit dur, sanctionné pénalement. Et donc, votre question était, est-ce que l'ABS ne concerne que les dirigeants ou est-ce qu'il concerne également les salariés? Chantal, je vais vous laisser répondre. Je sens que vous avez une réponse. L'abus de biens sociaux, ça concerne les dirigeants. Ça ne concerne pas les salariés dès lors qu'ils sont effectivement salariés en qualité de personnes subordonnées. Éventuellement, si un salarié n'était pas vraiment un salarié, mais était plutôt un dirigeant de fait, eh bien dans ces cas-là, il serait traité comme les autres dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants de droit, et il pourrait être puni pour abus de biens sociaux. Absolument. Et un salarié qui détournerait des fonds de la société de l'usage pour lequel il détient ses fonds. Par exemple, un salarié qui prendrait de l'argent sur un compte de la société pour son usage personnel, eh bien, il commettrait un autre délit qui est un peu moins sanctionné, mais qui est le délit général d'abus de confiance. Voilà. L'abus de biens sociaux, c'est une forme aggravée d'abus de confiance. Et l'abus de confiance, je le rappelle, c'est le fait d'utiliser un bien ou de l'argent que l'on vous a remis pour un autre usage, notamment l'utiliser dans votre intérêt personnel alors qu'on vous a remis de l'argent pour qu'il soit utilisé dans l'intérêt d'autrui. Bien. Sur la société anonyme et particulièrement sur l'abus de biens sociaux, il y avait une autre question qui concernait l'abus de pouvoir. Alors l'abus de pouvoir, c'est une notion qui est moins souvent, c'est un délit qui est moins souvent appliqué que l'abus de biens sociaux. L'abus de biens sociaux, c'est le fait d'utiliser les biens de la société, de la part du dirigeant, dans son intérêt personnel de manière non conforme à l'intérêt social. Bon, vous le savez, l'exemple le plus simple, c'est le dirigeant qui prend de l'argent à la société et qui le transfère sur son compte ou qui s'achète des biens pour lui avec cet argent. Mais ce n'est pas toujours facile de prouver qu'il y a eu cet usage des biens de la société. Et l'abus de pouvoir, c'est assez proche finalement, c'est le fait d'utiliser les pouvoirs que l'on détient en tant que dirigeant
dans son intérêt personnel. Donc ça va permettre de sanctionner des comportements qui ne vont pas jusqu'à utiliser un bien de la société, mais qui vont jusqu'à utiliser les pouvoirs que l'on détient. Il y a un arrêt assez connu qui date de 2012 dans lequel vous avez un dirigeant alors qui perçoit une rémunération très importante, une rémunération de plusieurs millions d'euros, et les juges n'arrivent pas à dire que c'est de l'ABS, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dire c'est de l'abus de biens sociaux parce qu'il est trop rémunéré, et c'est compliqué. Est-ce qu'un dirigeant d'une très grande société, comment dire si sa rémunération... Enfin, après, le débat devient plutôt politique que purement juridique, mais les juges n'arrivaient pas à dire si sa rémunération était excessive, parce que la rémunération excessive, c'est de l'abus de biens sociaux, mais ils arrivaient à démontrer qu'il avait remplacé des membres du comité des rémunérations, qu'il avait remplacé certains d'entre eux qui ne voulaient pas augmenter sa rémunération par des personnes qui, elles, le voulaient. Et le fait qu'il ait fait cet acte, eh bien, c'était constitutif du délit, précisément, d'abus de pouvoir, parce qu'il avait utilisé ses pouvoirs de dirigeant dans son intérêt personnel pour faire augmenter, in fine, sa rémunération. Donc ça, c'est un délit qui, l'abus de biens sociaux est le délit très proche d'abus de pouvoir. D'ailleurs, c'est le même texte, mais pas le même numéro au sein de l'article L242-6. Eh bien, ce sont des délits qui sont importants. Et le délit d'abus de biens sociaux, c'est, je crois l'avoir déjà dit, mais c'est le délit qui est en pratique le plus souvent poursuivi en matière de droit des sociétés. Dernier type de société que nous verrons aujourd'hui, les sociétés civiles. Alors, les sociétés civiles... c'est une famille de sociétés. On aurait pu voir les sociétés commerciales et les sociétés civiles, mais nous avons préféré détailler et voir certaines formes particulières de sociétés commerciales. Les sociétés civiles, il y a notamment la fameuse SCI, la Société civile immobilière, très répandue en France, et qui n'est pas une forme particulière de société, c'est-à-dire que c'est généralement une société civile régie par le Code civil, donc une société civile, pourrait-on dire, de droit commun, mais qui a une activité immobilière, au sens où elle est propriétaire d'un ou plusieurs immeubles, ou un appartement par exemple. Cette société civile immobilière, eh bien, elle va être régie par les textes du Code civil sur la société civile. Alors, le point particulièrement sur lequel nous voulions nous arrêter, parce que vous avez posé des questions sur ce point, c'est il y a une obligation particulière qui pèse sur l'associé de société civile. Et vous avez du mal à vous y retrouver entre cette obligation et une notion assez proche qui est celle de contribution aux pertes. Mais heureusement, Chantal est là pour vous aider et je lui laisse immédiatement la parole. Alors, c'est effectivement une difficulté de distinguer la contribution aux pertes de l'obligation aux dettes. La contribution aux pertes, elle concerne tous les associés de toutes les sociétés. Même les SARL ? Oui, mais dans la limite des apports. Donc voilà. Donc la contribution aux pertes, c'est que vous acceptez de perdre le montant de votre apport dans les sociétés à responsabilité limitée. En revanche, la contribution aux pertes est beaucoup plus importante dans les sociétés à responsabilité illimitée, puisque là, vous êtes éventuellement amené à engager votre patrimoine personnel. L'obligation aux dettes, c'est l'obligation qui ne concerne que les associés de sociétés à responsabilité illimitée. C'est-à-dire qu'un créancier qui n'est pas payé, un créancier de la société, qui n'est pas payé par la société, peut se retourner contre les associés de la société, des sociétés à responsabilité illimitée, c'est-à-dire soit société civile, soit société en nom collectif, les plus importantes. Donc si ma société civile, dont je suis associé, ne paye pas, je ne sais pas moi, des charges de copropriété par exemple, on peut me demander à moi de payer à la place de ma société ? Oui, c'est ce qu'on appelle l'obligation aux dettes sociales. D'accord. Voilà, donc, alors, évidemment, il y a un certain formalisme, on peut dire, dans les sociétés, en particulier dans les sociétés civiles, puisque les créanciers sociaux ne peuvent demander aux associés de la société civile, ne peuvent demander ce paiement d'une dette sociale qu'après avoir préalablement et vainement demandé le paiement de cette dette à la société, puisque c'est la société qui est principalement débitrice. D'accord, alors pour répondre à une question qui s'affiche, notre société, nous sommes associés dans une société civile. Bien. Nous sommes deux associés. Notre société doit payer 1 000 € de charges de copropriété qu'elle ne paye pas.
est-ce que nous sommes tenus solidairement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut nous demander 1 000 € à moi, 1 000 € à vous, ou est-ce qu'il faut partager les recours? Non, dans la société civile, et c'est ce qui la différencie de la société en nom collectif, Qui est une société commerciale. Qui est une société commerciale, eh bien, dans la société civile, le recours que peut exercer le créancier social, c'est un recours uniquement conjoint, au contraire du créancier d'une société en nom collectif, qui est une société commerciale, et dans lequel le recours peut être exercé solidairement, contre les associés qui sont solidaires. D'accord, ça veut donc dire que dans une société civile, et là ce n'est pas par tête, mais c'est en réalité à hauteur de la fraction du capital social que nous détenons, eh bien si j'ai 30% du capital de la société, on pourra me demander de payer 30% de la dette de la société si elle ne paye pas et si les conditions pour mettre en jeu ma garantie sont remplies. Bon. Et vous avez effectivement bien expliqué que la contribution aux pertes, c'était dans toute société, et qu'elle soit à responsabilité illimitée ou à responsabilité limitée, l'idée c'est que les associés peuvent ne pas récupérer à la fin de la société, lors de la dissolution, ils peuvent ne pas récupérer l'intégralité de leur apport, et ce risque c'est précisément de devoir contribuer aux pertes de la société. Nous avons vu pas mal de choses parce que nous avons vu à la fois plusieurs formes de sociétés commerciales, des sociétés civiles. Nous avons vu vraiment le droit des sociétés, le droit des entreprises dans sa diversité. Vous avez eu pas mal de questions, des questions souvent toujours intéressantes, parfois difficiles, qui nous ont en tous les cas permis de voir des points importants de ce MOOC. Et vous le savez, nous passons maintenant à la dernière partie de notre intervention, puisque nous allons parler du cas pratique de cette semaine qui concerne la société Timbrelac. Alors ce cas pratique, vous connaissez la règle du jeu, nous n'allons pas vous donner la solution maintenant, mais nous attendions un des personnages de ce cas pratique sur notre plateau, il n'a pas pu venir. Et c'est fâcheux parce que c'était, vous l'avez lu, c'était une jeune chanteuse, auteure de l'immortel tube « Moi, lol et toi ». On ne sait pas qui peut écrire ce genre de choses. Et Chantal s'est proposée généreusement pour interpréter. Oh non Non Non. Alors, les indications que nous voulions vous donner... oui, un duo. Oui, certainement. Les indications que nous voulions vous donner étaient les suivantes. Il n'y a pas de piège véritablement, mais enfin, il y a toujours des pièges en réalité, mais il faudrait surtout que vous pensiez à... nous avons pris une forme de société particulière qui est la société anonyme. Pensez que certaines des règles que vous connaissez, qui sont relatives à d'autres formes de société que la société anonyme, peuvent recevoir application dans la société anonyme. Et cela ne vaut pas que dans ce sens. D'autres règles de la société anonyme peuvent parfois être transposées. Et donc, voilà, ça peut être la difficulté principale de ce cas pratique. Ne vous cloisonnez pas à la société anonyme ou à ce que vous connaissez uniquement de la société anonyme. Nous avions une autre question dans le cas pratique. Je n'ai d'ailleurs pas évoqué la première question. Je suis troublé par le fait que nous ne chantions pas maintenant. Et donc, je veux bien faire les chœurs si vous chantez. Bien. Merci Chantal de ces propositions. Disais-je, vous me faites perdre le fil. Et donc, oui, il y avait une question donc, qui est relative peut-être à une exclusion. Nous vous laissons apprécier s'il faut employer ce terme. Et une autre question qui est relative à la composition du conseil d'administration. Et ça vous renverra à des développements que nous avons eus déjà sur la RSE. Et précisément aux règles qui s'appliquent à la composition, à la répartition hommes-femmes des postes d'administrateurs. Une question qui concerne de plus en plus de sociétés, qui concerne en premier lieu les sociétés anonymes, mais pas toutes les sociétés anonymes. Chantal, merci beaucoup. Merci Bruno. De ces échanges et merci à vous. Et voilà, nous attendons la suite de vos réponses sur le cas pratique et nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée.